Ok. Bon, mon avis global est que ce dialogue se tient d'abord dans les délais, que le cadre a été fixé, que les questions qui seront essentielles pour les Gabonais ont été énoncées et que je pense qu'il y a une feuille de route qui est claire par rapport à ce dialogue-là, sur la tenue de ce dialogue et sur le déroulé des assises de façon générale. Maintenant, quant à notre mission, à savoir représenter les médias, il y a certes des batailles à mener. Il y a la bataille du Code de la communication, qui est l'organe de régulation des médias, qui demande un toilettage profond, si ce n'est une réécriture totale, avec cette fois-ci l'apport des journalistes, parce que on ne peut pas parler de liberté de la presse et la restreindre dans un pays. Je pense qu'à partir du moment où le journaliste connaît l'éthique journalistique, la déontologie journalistique, les fondamentaux qui régissent cette profession, dès qu'il est au fait de cela, il lui appartient de connaître ses limites également. Donc le code est là vraiment pour encadrer, pour donner l'opportunité d'exercer et d'exercer dans un cadre libre. Vous savez, j'ai pour habitude de prendre le modèle américain, parce qu'il est pour moi le modèle le plus abouti, le plus parfait en termes de protection des journalistes et de l'exercice du journalisme dans un pays. Le premier amendement des États-Unis, de la Constitution américaine dit ceci, qu'il ne sera pris aucune loi qui restreindrait la liberté d'expression, dans la liberté de la presse. À partir de là, on a ouvert un boulevard pour que la presse puisse vraiment exercer, et exercer bien. Et ça crée quoi? Ça fait que les journalistes eux-mêmes fixent leurs limites. Je pense que nous avons assez de potentiel intellectuellement parlant, et nous avons pour certains beaucoup de formation pour que nous puissions également nous dessiner nos propres limites. Ça, c'est une chose concernant le code de la communication. La deuxième chose, la question de la formation. Vous savez, un jour, on ne peut pas exiger une presse de qualité si on n'a pas des journalistes bien formés. Cet axe-là est important et nous allons le défendre avec les confrères qui vont représenter les médias. Il y a la question du financement de la presse. Nous louons de façon très appréciable l'effort qui a été fait pour amener la subvention de 120 millions à 500 millions de francs. C'est déjà quelque chose qui montre que la presse est considérée. Mais nous devons aller plus loin. Il faut mettre en place d'autres mécanismes pour réellement structurer cette presse-là. Il faut d'autres mécanismes de financement. Vous savez, les presses occidentales sont subventionnées et bien subventionnées. Il faudrait que nous arrivions à cela parce que si on veut la vitalité d'une démocratie, si on veut la vitalité de montrer que nous avons un pluralisme, il faudrait la vitalité des médias également. Donc, des médias qui fonctionnent, qui ne soient pas réduits à attendre des gombos à la fin des conférences de presse, etc. On a comme l'impression. Je vais répondre à la question fondamentale. Qui a autorité sur le code de la communication? Je crois, dans l'ancien temps, en 2001, quand ce code avait été initié, il émanait du ministère de la Communication. Je pense que c'est le gouvernement qui a la prérogative de la proposition de la loi. Ok? Le gouvernement, comme le Parlement, a la prérogative de la proposition de la loi. Donc, il appartient au ministère de la Communication le ministère de la Communication, je dirais, a la responsabilité d'implémenter un code de la communication qui sera acceptable par tous. Bien entendu, il faudrait une révolution cette fois-ci, il faudrait que les journalistes que nous sommes, nous y participions. Nous savons ce que nous voulons, nous savons comment nous voulons exercer et il nous appartient aussi d'être partenaires dans la fixation de ce cadre-là. Je suis contre quelque chose. Je suis contre l'asphyxie de la presse. Je suis contre un système où on exige justement des redevances à la presse, alors que cette presse-là n'a pas de ressources réelles. La presse vit de quoi dans d'autres pays? Je dis ceci, qu'on ne peut pas exiger à la presse de payer une redevance, alors que cette presse-là n'a pas des moyens de subsistance. Qu'est-ce qui fait vivre la presse dans un pays? C'est l'accès à la publicité. Nous avons un marché très étroit. Et je suis désolé, pour le moment, la subvention, elle existe certes, mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que des fonctionnements se passent au niveau de la presse. Je pense que dans un État, on peut aussi mettre des mécanismes
pour que les grandes entreprises communiquent. Ça, c'est des ententes entre l'appareil de l'État et les grandes entreprises. Je prends un exemple tout simple. On peut faire des abattements d'impôts aux entreprises. En contrepartie, ces entreprises-là communiquent, ou bien les entreprises qui communiquent dans la presse, on leur fait des abattements d'impôts, par exemple, ok, et d'autres avantages que l'État peut leur octroyer. Ça, c'est des mécanismes qu'on peut mettre en place. À partir de là, la publicité sera distribuée, ok. On peut même se permettre la création d'une régie, même une régie d'État, et ensuite, maintenant, cette régie répartit la publicité de façon équitable dans la plupart des journaux. Gabon Première, Gabon 24 et les autres chaînes de l'audiovisuel public ont l'avantage d'avoir des publicités. Il faudrait, bon, c'est vrai que c'est des choses qui datent, ok? C'est des choses qui datent et ça obéissait aussi à une coloration politique dans le pays. Maintenant que nous sommes dans une ère d'ouverture et de libéralisation, il faudrait que cela soit revu et que les médias privés en profitent. À partir de là, toutes les redevances, tout ce qu'on peut exiger à la presse, impôts, etc., aura un sens.